Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première édition du Paris Running Festival. Nous sommes actuellement dans l'enceinte du Parc des Princes, confortablement installés, et nous allons échanger autour de l'alimentation, la nutrition sportive. Allons-nous vers une alimentation plus végétale, responsable, éco-responsable et bio? C'est parti. Bienvenue au Paris Running Festival, l'événement qui imagine le sport de demain pour le rendre plus durable et plus éco-responsable. Cet événement est rendu possible grâce au soutien de On Running et de iRun.fr. Alors j'ai la chance d'être très bien entouré aujourd'hui. Je suis avec Lucille Woolbourd. Bonjour Lucie. Salut. Bienvenue. Johan Stock également. Tu as fait le bon voyage? Écoute, ouais. Et Romain Piot, bonjour. Salut. Bienvenue, je suis ravi de vous voir en vrai. On a toujours eu tendance à être sur du digital dernièrement. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger ensemble réellement. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est ce que je vous propose au niveau de l'alimentation, la nutrition sportive. Et je vais donner la parole à Lucille. Si on part d'une base d'une nutrition sportive classique, pour un sportif d'endurance, quelle serait l'alimentation responsable, idéale? Une alimentation végétale, responsable, bio, quelle serait-elle? Quelle serait l'alimentation la plus responsable possible? Clairement, ça va être déjà du local en termes d'alimentation. Parce que bien sûr, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais malgré tout, le trajet qu'ont fait les produits sont quand même hyper importants, l'emballage, les trajets. Donc déjà, s'intéresser quand même à la localité, à la localisation des produits qu'on mange, c'est vraiment intéressant. Ensuite, clairement, le plus végétal possible, parce que maintenant, je pense qu'on a quand même bien compris de l'impact immense que peut avoir l'élevage agricole sur la consommation d'eau notamment, parce qu'en fait, c'est l'eau qu'on utilise pour fabriquer les graines que vont manger les animaux, qu'ensuite nous on va manger. Donc cette consommation d'eau, elle est énorme et conduit à de la déforestation et de la surproduction finalement de graines céréalières. Il y a aussi bien sûr la condition animale qui est quand même à prendre en compte, et aussi les déchets animaux, donc tout ce qui va être les bouses de vache, toutes les toxines, tous les déchets finalement de l'élevage porcin, l'élevage ovin. Qui est vraiment hyper important. Donc en fait, il y a un peu tout ça qui est combiné et finalement, en tant qu'athlète, on a une responsabilité envers la nature, parce que généralement, on aime bien la nature, surtout quand on court ou quand on fait du trail. Donc généralement, ça va un peu ensemble, et je trouve que c'est dommage finalement de s'intéresser au sport, à son bien-être physique, aussi à la nature qu'on foule de nos pieds quand on court, et de ne pas s'intéresser à l'impact qu'on peut avoir avec son alimentation. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, justement, avant de prendre les micros. C'est quand on fait une transition, ça nécessite un engagement personnel. Donc, tu parlais de consommer local, ça veut dire se renseigner, ça veut dire aussi cuisiner. Et il y a tout un cheminement qui se fait par rapport à ça. Oui, bien sûr. La transition, pour moi, elle doit quand même être assez longue. Par exemple, si vous regardez ce débat et que vous mettez à la course à pied, ou vous courez régulièrement et que vous avez envie de consommer un peu plus végétal, il faut le faire doucement. Enfin, pour moi, vraiment, une alimentation végétale réussie, c'est une transition très longue. Moi, par exemple, j'ai mis plus de 2 ans à transiter vers une alimentation végétarienne. Et en fait, c'était bien et j'étais OK avec ça. Même si on a envie de dire, allez, je suis pour la condition animale, l'environnement, y aller doucement, c'est bien. Déjà, pour soi, pour acquérir les bons réflexes, pour son entourage aussi, ne pas brusquer, et aussi pour son système digestif, parce que forcément, on va manger d'un seul coup plus de lentilles, plus de pois chiches, plus de haricots rouges, de pois cassés. Et si on n'en a jamais mangé de sa vie, et que d'un seul coup, on en mange 3-4 fois par semaine, ça va mal se passer. Au niveau intestinal, ça va être dur. Donc, il vaut mieux y aller vraiment très doucement, et aussi tester. Je pense que Johan pourra en parler davantage sur le tester ce qui nous va bien, à quel moment de la journée. Est-ce que c'est mieux de manger des céréales et légumineuses plutôt le midi, le soir, en fonction des heures aussi de pratique du sport. Il y en a qui vont courir plus le matin, d'autres plus le soir. Donc, il faut vraiment y aller doucement, mais aussi dans ses achats. Au début, on a peut-être l'habitude de faire ses courses tout au supermarché. Et puis ensuite, il faut aller progressivement vers des producteurs locaux, se renseigner. Et pareil, ça prend du temps à implémenter dans sa vie au quotidien pour que ça ne devienne pas une galère et une charge mentale supplémentaire. C'est vrai qu'on associe alimentation végétale, locale et bio à être véggie, à être vegan, mais pas forcément. Comment toi, comment ça se passe avec ta clientèle, toi qui es coach santé? Est-ce que
tu ressens un effet de mode? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà ancré et que tu sens progresser? Alors, effet de mode, je préfère pas dire ça. Non, je pense que c'est vraiment une lame de fond, une prise de conscience collective sur l'environnement, l'impact environnemental de l'alimentation d'une manière générale. C'est très long à faire passer. C'est vrai que quand on suit sur Instagram plein de runners comme Johan, on a l'impression que c'est normal, mais non, en fait, c'est quand même encore très très long. Et moi, il y a pas. Le week-end dernier, j'étais en Vendée et clairement, dans la restauration, c'est encore très compliqué de dire qu'on est végétarien. Donc, c'est long. Quand tu dis c'est très compliqué, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Il y a pas énormément de choix. Il y a peu de choix. Les choix sont généralement assez basiques. Tu vas avoir menu comme ça, viande poisson, et ensuite un plat de pâtes aux légumes. Et encore si tu as de la chance. Et si tu dis que tu veux pas de viande ou poisson, on te regarde. Vous mangez pas de poisson? Non. Donc voilà, c'est encore compliqué malgré tout. Même si ça change en bien. Il y a même Paris 2024 qui a l'air d'être très intéressé sur l'alimentation un peu moins carnée, plus végétale, donc c'est trop bien. Voilà, elle est là, Amadea. Mais donc ça prend du temps et pour moi, ça doit encore une fois venir doucement. Pour s'installer durablement. Ouais, c'est ça, installer durablement des réflexes de monsieur et madame tout le monde dans leur cuisine, en fait. Parce qu'au final, bien sûr, tu vas aller dans un restaurant végétarien, tu vas avoir plein de choix, tu vas dire c'est trop cool, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est il est 18h, 19h, jeudi soir, j'arrive, mes enfants ont faim, moi j'ai faim, qu'est-ce que je mange? Et c'est à ce moment-là, en fait, que le choix, il est à faire. Qu'est-ce que tu as dans tes placards de facilement préparable qui va pas être le steak pâte ou jambon coquillette. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est plus ça qui est à mettre en place, des petits réflexes du quotidien dans ses achats et dans ses choix vraiment rapides. Et toi, Johan, le sportif, comment tu vas vers cette alimentation végétale responsable bio? Alors, tu as un parcours de vie très inspirant, on va en parler. Parle-nous justement de Johan, le jeune homme qui sortait de discothèque sans savoir où était garée sa voiture, à l'ultra-runner d'aujourd'hui. Moi, ça m'arrive encore. À l'ultra-runner d'aujourd'hui. Quel a été le parcours et la prise de conscience? C'est vrai que le tout début, donc, moi j'ai commencé à courir en 2010 et c'est vrai que j'avais gardé quand même des automatismes. C'était le burger à midi, la pizza le soir et pourquoi pas le tartare de 400 grammes à manger derrière, tu vois. Et en fait, c'est vrai que dans un mode de vie, je me suis bougé pour me mettre un petit peu, pour changer un petit peu mon mode de vie. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça passait aussi par l'alimentation. Et je me suis rendu compte qu'en la changeant petit à petit, je trouvais que c'était plus facile. Ça m'a aidé aussi à progresser et voilà, à ce que ce soit plaisant, parce qu'on parle certes de la performance, mais il faut aussi parler du côté plaisir. Alors ça allait être ma question justement, ce changement, il a été pour un bien-être personnel ou pour être plus performant? Au début, c'était un bien-être personnel, parce que en gros, je voulais perdre du poids. Je faisais presque 100 kilos à l'époque. Aujourd'hui, j'en fais 70. Et c'est vrai que en fait, j'ai voulu changer pas mal de choses. Et comme tu le disais, c'est vrai qu'il faut y aller vraiment petit à petit et pas tout bouleverser d'un coup. Donc j'ai enlevé les burgers, j'ai gardé les pizzas et après j'ai diminué un petit peu en fait. Voilà, j'ai toujours la notion du plaisir sur l'alimentation, mais je rejoins aussi ce que tu dis. Le plaisir en fait, il peut aller aussi dans le côté végétarien. Et voilà, j'ai pas banni la viande, mais en gros je l'ai diminué énormément. Avant je pouvais manger peut-être de la viande 2 fois par jour, tu vois. Et maintenant, j'en suis à 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, j'ai même fait, là, dernièrement, 1 mois totalement sans viande. Ouais. Et c'est vrai que j'ai vu l'importance quand même sur le bien-être. Tu as ressenti des effets Ouais, je me sens moins lourd quand je vais partir le matin à jeun, par exemple, ou même après un repas. Du coup, j'ai plus besoin d'attendre 3-4 heures où tu es obligé d'attendre énormément parce que tu vas avoir une séance dure. Non, là, je sais que peut-être au bout d'1 heure, 1 heure et demie, même après un repas du midi, je vais pouvoir aller m'entraîner, quoi. Ça, c'est vraiment une des plus grandes... les plus grands avantages en fait, pour les athlètes qui ont besoin parfois de s'entraîner 2 ou 3 fois par jour. L'alimentation végétale, en fait, ça te permet de cumuler les séances sans un confort digestif. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a l'enchaînement. On voit vraiment l'enchaînement. Puis après, il y a tout ce qui est acidité.
sur la récupération, c'est quand même assez dingue. Et voilà, après, je pense que je vais tendre là-dessus maintenant. Et est-ce que tu as cette notion d'éco-responsabilité également dans... Alors à fond, et ça depuis vraiment longtemps, même quand je mangeais beaucoup de viande, j'étais quand même sur le truc à manger quand même des bons produits. Quand je parlais des pizzas, j'allais pas manger prendre vraiment de la porn food où je vais... J'allais prendre chez un bon pizzaiolo, pareil pour la viande, j'allais chez le boucher du coin. Et puis pareil quand j'ai fait ma transition en mangeant, quand j'ai découvert les légumes en 2010, tu vois, où je pensais qu'il y avait que les patates, tu vois, à l'époque où il y avait que ça comme légumes qui existait, non, mais plus sérieusement après je me suis orienté sur du circuit court quand j'allais sur le marché, j'allais pas acheter en grande distribution, et plus du bio aussi. Et aujourd'hui, tu consommes plus local également ? À fond, ouais. Et de saison surtout. Et de saison, ouais. Et il a ses poules. Et j'ai des poules maintenant. Ouais. Exactement. C'est l'effet du premier confinement. On a eu le mot de la coach santé, du sportif. Je vais me tourner vers l'organisateur de l'Eco-Trail. Quand on voit arriver comme ça des milliers de participants, comment on gère, comment on anticipe un ravitaillement tout en étant éco-responsable, en allant vers de l'alimentation végétale ? Bon, déjà, on stresse. Oui. On voit arriver des milliers de participants avec la volonté, parce que faut pas oublier que les participants viennent vivre une expérience qu'on espère la mieux possible. Nous, notre ambition à l'Eco-Trail de Paris, c'est de pouvoir sensibiliser un maximum les consommateurs sur les différentes façons qu'il y a de s'alimenter. Et l'alimentation végétale en est une. Et donc, nous, on essaye de tendre le plus possible vers l'alimentation végétale. Et le tout en ayant une démarche la plus éco-responsable possible. Sachant qu'on est très conscient sur le fait que quand on organise un événement de masse, de base, on va créer un impact. Donc notre mission, c'est de sensibiliser, c'est de montrer qu'il est possible de participer à des courses de 10, mais Johan en est parfait exemple, jusqu'à 80 km, en ayant des produits qui sont locaux. Et c'est pas simple, mais pour autant, en étant en région Île-de-France, on peut quand même aller trouver des producteurs, des agriculteurs en Essonne, dans les Hauts-de-Seine ou aux Yvelines, qui vont nous fournir des aliments. Quand tu dis c'est pas simple, c'est en lien avec la masse de participants ou c'est le process qui n'est pas simple ? C'est pas simple en termes de sourcing. Donc nous, maintenant, cette année, on se fait accompagner par des gens qui sont experts dans le sourcing de ces producteurs, comme AgroSourcing, comme Relais Vert, qui vont nous aider à aller trouver les producteurs qui vont répondre à nos besoins. Mais la démarche, on a d'abord travaillé avec un nutritionniste, Anthony Berthoud, qui nous a d'abord aidé à comprendre quels pouvaient être les produits de substitution qui apportent la garantie d'aller encore un peu plus loin dans la course. Et si on prend un ravitaillement au 40e kilomètre, qui permettent de pouvoir viser d'aller à la Tour Eiffel au 80e kilomètre. Et là, c'est pas simple parce que à la notion de local, de proximité, qui est essentielle pour le coureur, mais qui est de base essentielle pour n'importe quel citoyen, de trouver les produits le plus proche possible. Nous, on a rajouté la difficulté de faire du saison. Et l'Eco-Trail, d'habitude, ça a lieu au mois de mars. Donc au mois de mars, on peut facilement trouver des poires, des pommes, mais là, on va avoir lieu exceptionnellement le 3 juillet. Et produits de saison au 3 juillet, de façon très pragmatique, il y a eu des intempéries il y a quelques mois et qui ont ravagé les cultures. Et donc, du coup, on se retrouve avec les producteurs, avec la difficulté de pas savoir trop quoi proposer pour le moment. Enfin, on se tournait vers les abricots, mais les abricots, cette année, il n'y en a pas. Donc, on va s'orienter plus vers la pastèque, qui va être un produit vraiment novateur. Donc, on sait qu'on doit accompagner, parce que les coureurs qui sont habitués à avoir des bananes, notamment sur le ravitaillement, là, ils vont arriver avec des pastèques. Donc, on va les préparer en amont pour dire, ne vous inquiétez pas, la pastèque est déjà un produit de saison, alors qu'on ne va pas trouver en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas de producteur de pastèques en Île-de-France, mais qu'on va quand même trouver en France, relativement proche de Paris, et qui apporte exactement les mêmes besoins pour le sportif pour aller encore un peu plus loin. Et qui plus est, la pastèque, quand c'est relativement agréable, quand on court, c'est frais. Donc, en fait, on y arrive. Là, vous avez travaillé avec un nutritionniste, mais est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous avez un retour des participants, puisqu'on a tous l'image, la caricature d'un ravitaillement avec des produits que personne ne touche. Beaucoup de sportifs apportent leur propre ravitaillement, justement, pour ne pas se servir sur un ravitaillement. Comment est-ce que vous travaillez avec le participant, en fait, en amont de l'épreuve ? Alors déjà, il y a
il y a une différence à faire entre les courses sur route et les courses trail en termes de pratique. C'est-à-dire une course sur route, le consommateur, il ne veut pas s'arrêter à un ravitaillement parce qu'il regarde sa montre, il va perdre du temps, donc il file. Et s'il prend, il va prendre sans regarder, il sert, il se gave et il prend relativement peu de plaisir parce que c'est comment je perds le moins de temps pour aller jusqu'à l'arrivée. Le trail, c'est différent. Bon, mis à part Johan, qui n'est pas le bon exemple, parce que lui, son objectif, c'est d'aller le plus vite possible, parce qu'il joue la gagne. Mais monsieur tout le monde, donc 98% des participants, quand ils arrivent à un ravitaillement de trail, ils s'arrêtent et ils sont contents de trouver les produits. Donc déjà, le rapport au produit est relativement différent. Nous, notre enjeu, c'est de dire aux consommateurs et donc aux pratiquants, de les sensibiliser sur vous avez des produits et on va vous expliquer d'où ils viennent et vous expliquer de façon globale quand on fait du sport, eh bien, au final, c'est relativement simple. Dès lors qu'on fait un peu d'effort de se renseigner, parce qu'il faut se renseigner, eh bien, on peut arriver à nos fins. Donc nous, notre job à l'Ecotrail, c'est de sensibiliser un maximum les gens pour dire qu'il est possible d'avoir des façons alternatives de s'alimenter pour que de façon plus globale au quotidien et que les gens puissent en parler à leur entourage pour qu'on aille de plus en plus vers cette transition. Ça, c'est notre objectif. Et quel est le process que vous avez mis en place qui a été le plus impactant dans l'éco-responsabilité ces dernières années ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place, une décision que vous avez prise qui a vraiment eu un impact ? L'Ecotrail, ça a été créé en 2008. Il faut savoir qu'en 2008, le rapport à l'écologie, l'éco-responsabilité, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui en 2021. Ce qui fait que les décisions qu'on prenait en 2008, comme nous, dès la première année, on avait obligé tous les participants à avoir une pochette déchets pour qu'ils puissent être autonomes et gérer leurs propres déchets. Très rapidement, on a supprimé le plastique. La suppression du plastique, nous, c'est quelque chose qui est opérationnel depuis 2013-2014. Donc là, exemple très concret, donc, en supprimant le plastique, les gens arrivent sur le ravitaillement et puis ils n'ont pas de verre, ils n'ont rien. Et ceux qui n'avaient pas pris le temps de se renseigner avant et de lire leur mail, eh bien, il y a eu cette frustration. Puis très rapidement, parce qu'on était là aussi pour les accompagner, de leur expliquer, au final, il y a eu de la bienveillance de la part de chacun, sachant que les gens qui viennent à l'Ecotrail, je pense qu'ils viennent vivre une expérience de trail, course nature, parce qu'il y a de quoi faire en Ile-de-France. Mais ils viennent aussi dans la démarche. On sait qu'ils ont une démarche éco-responsable qui est un peu plus poussée que le coureur lambda. Donc, ils sont relativement bienveillants. Donc, quand on prend des décisions qui sont fortes, comme l'arrêt du plastique, tout simplement, on sait que ça a été au début... Ça a été un peu un choc, mais très rapidement, ça a été accepté, puis ça a été partagé. Là, la décision la plus récente, pour 2021, on a décidé de supprimer le t-shirt finisher, qui est une institution dans la course à pied, que ce soit le t-shirt cadeau ou le t-shirt finisher. On sait que c'est une institution parce que ça veut dire beaucoup, c'est un souvenir, ça vient récompenser un effort, mais... Nous, dans notre démarche, on a volontairement été à l'extrême, qui est de dire, nous, on va supprimer tout bonnement le t-shirt, parce qu'on part du principe que pour vivre une bonne expérience, eh bien, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir le petit cadeau à la fin. Même si c'est toujours bien de pouvoir récompenser, d'avoir un souvenir, mais il y a d'autres façons de pouvoir récompenser et féliciter tous les participants. Et donc, ce t-shirt, dans la mesure où on n'a pas, nous, les garanties qu'ils ont été produits dans des conditions qui nous semblent être raisonnables, eh bien, on a dit que tant qu'on n'a pas ces bonnes solutions alternatives, ben, on ne va pas le faire, tout simplement. Peut-être que c'est quelque chose qui reviendra dans quelques années, si vous trouvez... Ouais, en fait, la réflexion, elle est d'ores et déjà engagée pour les années à venir pour savoir quelles pourraient être les alternatives responsables et surtout intelligentes, parce qu'on n'a pas l'ambition de dire que toutes nos décisions sont les meilleures. Loin de là, nous, on aime bien partager aussi avec les autres organisateurs, volontairement parce qu'on se positionne comme un peu un laboratoire d'initiative. Volontairement, on prend des décisions on sait qu'ils sont fortes et impactantes. Mais c'est aussi pour engager la discussion. Et maintenant, des alternatives de t-shirts produits en France, il en existe de plus en plus. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va se tourner, mais il y a aussi d'autres façons. Tous les acteurs équipementiers ont pour la plupart engagé des vraies réflexions sur tout ce qui est la filière textile. Et donc pourquoi pas, il y aura peut-être des bonnes solutions à trouver. Mais aujourd'hui, 2021, on part du principe qu'on préfère ne rien faire plutôt que de mal faire. Bon, merci pour toutes ces précisions. Je vais me retourner vers le coach santé, le sportif. Qu'est-ce qu'on attend sur un ravito et qu'est-ce qu'on devrait avoir sur un ravito ? Johan, tu arrives à un ravitaillement, qu'est-ce que... je suis content d'entendre ce que tout le monde s'attend aux bananes à chaque fois ou aux fruits secs. Alors les fruits secs peut-être avec des abricots, je sais pas, c'était pas mal, mais après... les abricots secs, ouais. Après voilà, les bananes, tout le monde s'attend à ça et c'est vrai que de parler de la pastèque, c'est plutôt pas mal. Moi c'est vrai que
la première source de récupération après un effort ou pendant un effort, c'est la restitution en sels minéraux, etc. Parce que tout le monde pense aux protéines ou au sucre. En fait, c'est les sels minéraux qui sont aussi très importants. Et la pastèque, c'est la base, quoi. C'est une très bonne réhydratation. Enfin, voilà. Donc, moi, après, je porte principalement toutes mes choses sur moi, en gardant mes déchets. Et voilà, après, je trouve que ça ne sert pas forcément d'avoir un ravitaillement immense avec plein de choses, etc. Parce qu'au final, les gens vont pas forcément se ruer dessus. Et du coup, après, il y a beaucoup de déchets aussi qui ne sont pas réutilisables derrière, enfin, pratiquement pas, quoi. Et je trouve que c'est super bien réfléchi et je pense que ça suffit. Il ne faut pas qu'il y ait non plus 10 000 choses sur un ravito. S'il y a le strict minimum de l'eau et voilà, un fruit, je pense que ça suffit, quoi. Et Lucille, quel conseil tu peux donner, toi, pour le ravito idéal, ça serait quoi? Alors moi, je suis une runneuse de 10, 12, 15 km. Donc après, par exemple, en swimrun, on a souvent froid et en fait, le fait d'avoir quand même du ravito, c'est très agréable. Idéalement, bien sûr. Réconfortant, tu veux dire? Ouais, c'est plus réconfortant. Voilà, ça va te redonner un petit coup quand tu as eu un peu froid. Oui, c'est sûr que la localité, c'est intéressant. Après, par exemple, si tu as eu froid, la pastèque, t'en as peut-être moins envie, tu vois. Donc, par exemple, la barre avec un peu les dattes, tu sais, la protéine de riz, comme ça va plutôt être, voilà, ça va un peu fondre dans la bouche, t'en prends un petit carré. Moi, j'ai quand même cette notion de rapidité malgré tout. Donc, les petits carrés déjà précoupés des barres, c'est pratique plutôt que d'avoir toi à les ouvrir. Parce que parfois, quand tu es dans l'effort, rien que d'ouvrir, c'est hyper dur parce que tu n'as plus d'énergie dans les doigts. Donc, voilà, les petits carrés prédécoupés, c'est pas mal. L'eau, les boissons d'effort, ça dépend. Enfin, clairement, il y a quand même un énorme débat sur les boissons d'effort. Elles ne sont pas forcément géniales, souvent 10 000 fois trop sucrées. En fait, ça va plus être la salinité, le côté sodium, donc du sel dans l'eau que tu bois pour éviter les problèmes d'homéostasie, donc d'explosion des cellules. Mais ça, c'est déjà au bout de 2-3 heures d'effort. Enfin, c'est pas... je ne sais pas qui regarde exactement ce débat, mais finalement, le ravitaillement, les boissons d'effort, c'est à partir de 1h30, voire 2 heures d'effort. Enfin, c'est pas non plus monsieur et madame tout le monde qui fait son 10 km de running ou même par exemple pour l'éco-trail de 18K, je suis pas sûre moi d'aller au ravitaillement ou de consommer. Enfin, je pense que dans mon sac, j'aurais mes gourdes d'eau et à la rigueur du chocolat et ça m'ira très bien. Donc voilà, je pense que les ravitaillements, souvent, je pense qu'ils arrivent trop tôt. Par exemple, sur à la parisienne, tu as des ravitaillements, tu vois, donc c'est quand même que 7 km. Pareil, sur des 10 km, franchement, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Il y a aussi cette éducation à faire sur les gens. Le fait de courir ou de faire un effort, ça ne demande pas non plus de manger 1000 fois plus ou de consommer 1000 fois plus. Notre corps a déjà des réserves pour une certaine durée, en fait. Oui, et même sur l'hydratation, par exemple, en ce moment, je me renseigne beaucoup sur ça. Parfois, on parle un peu trop d'hydratation. Oui, bien sûr qu'il faut être hydraté, surtout dans les efforts ultra. C'est les plus graves blessures, c'est ça, c'est les déshydratations sévères, mais c'est quand même assez rare. Et finalement, même sur un 10 km, tu peux boire un peu, mais il n'y a pas non plus besoin de 2 litres d'eau. Donc, en fait, je pense que... Après, c'est aussi beaucoup avec l'industrie des boissons d'effort et des bars, etc. On a l'impression que dès que tu as fait 1 heure de sport, il faut manger un shaker de protéines et boire une boisson Gatorade. Mais en fait, non. Clairement... C'est vrai qu'on parle beaucoup aussi Là, on parle beaucoup de ravitaillement sucré, mais qu'en est-il du salé? Est-ce que vous utilisez, le salé dans vos ravitaillements ou est-ce qu'il y a du salé sur les ravitaillements proposés? C'est intéressant parce que nous, pour le coup, on a, en travaillant avec le nutritionniste, on a défini 2 catégories de produits. Il y a les produits nécessaires pour l'effort, donc on en a parlé, c'est les produits oléagineux, les bananes, mais il y a aussi d'autres alternatives, comme la banane séchée qui est hyper pratique et qui prend beaucoup moins de place que les bananes et qui viennent de moins loin. Et on a défini aussi des produits plaisir. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'extrême et de dire proscrire le fromage, par exemple. Je peux vous garantir que sur même un 18 km, mais 18 km, 30, 45, 80, quand on a fait 50 bornes, eh bien, on est content de s'arrêter et de prendre un morceau de fromage. Parce que ça donne la banane et on sait que sur des distances aussi longues, ça se joue beaucoup dans la tête.
et que il y a un moment, si le moral est là, et par des produits, enfin manger un bout de fromage, des fois ça peut vraiment redonner et rebooster, eh bien on considère que c'est malin. Il suffit juste de le faire dans les proportions intelligentes. Mais moi je rejoins complètement Lucille sur le fait de pouvoir sensibiliser les gens à pouvoir être de plus en plus autonome. Alors, le trail, c'est la pratique en semi-autonomie. Mais dans l'absolu, même sur un 10K, moi, quand je pars me promener en famille le week-end, je ne m'attends pas à ce qu'il va y avoir un ravitaillement tous les 5 km. Je prends un sac, je prends à boire, je prends à manger. Courir un 10 km, on pourrait très bien l'imaginer avec un sac à dos, d'autant plus aujourd'hui avec des produits hyper légers. Je pense que même sur un 10K, on pourrait être autonome et puis et arriver jusqu'au bout sans avoir de ravitaillement. Donc on essaye de faire le truc intelligemment, sans diaboliser les gens qui veulent s'arrêter et consommer, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus que d'autres. Et toi, Johan, est-ce que tu utilises le ravitaillement salé dans tes préparations, dans ce que tu emportes avec toi? Ouais, je vais l'utiliser surtout pour les courses longues, pour un petit peu varier. Sucré-salé, et pas saturer le foie ensuite. Ouais. Après, comme tu dis, Romain, c'est vrai qu'un petit morceau de fromage, ça va pas te vraquer le bide non plus. Donc, c'est vrai que ça peut aussi déclencher pas mal de choses, être plus à l'aise, bien repartir. C'est vrai que c'est. Et tu as gardé le burger et la pizza pour l'après-course? Oui, pour l'après-course, ouais. Et par contre, on pourrait mettre du schnapps à la fin, tu vois, si tu connais un petit producteur local, parce que tu parlais que la pastèque, c'était pas assez, c'était trop frais, donc peut-être que. Non, mais le thé tiède, ça peut être Tu veux réagir? Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir sur le côté salé. En fait, à partir de 4-5 heures de course, c'est très important de consommer du salé et pas que du sucré, parce que voilà, il y a une désalinisation qui se fait par la transpiration. Enfin, le corps a vraiment besoin de retrouver une bonne pression osmolaire, donc il faut qu'on ait quand même du salé et du sodium. C'est vraiment important. Donc ça peut venir du fromage. Il y en a qui prennent du saucisson, ou des tucs, des chips. Enfin, c'est quand même une bonne idée. Et en fait, la Société américaine de nutrition sportive a d'ailleurs vraiment bien écrit qu'à partir de 4-5 heures, il faut manger ce qu'on aime. Et il faut manger des choses qui nous donnent vraiment du réconfort psychologique et des choses salées. Donc parfois on a un aidant en fait qui vient nous apporter comme ça sur les grandes courses à manger du ravito. Donc faut vraiment choisir par exemple du houmous en tartinade, des trucs comme ça, vraiment salés, de la tapenade, qui peuvent vraiment apporter du réconfort aussi. On parle beaucoup de plaisir dans l'alimentation. Il n'y a pas que l'effet sur le corps, mais il y a aussi beaucoup de plaisir. C'est important de le préciser. Genre un bouillon, bouillon avec un peu de pâte, c'est vrai que ça peut te permettre de repartir direct. Parce qu'il y a aussi un lien avec la température extérieure. Tu t'alimentes différemment en plein milieu de la nuit que par 30 degrés. Et quel est le rôle quel rôle tu alloues à la protéine, Johan? Est-ce que tu fais attention justement à ça? Alors oui, moi je fais vraiment attention sur des courses longues où il faut mettre un petit apport en protéines au bout de plusieurs heures de course. Alors sur une course comme un éco-trail par exemple sur 80 km, je ne sais plus en combien de temps je le fais, mais je vais peut-être plus en prendre sur les 10 derniers kilomètres parce que voilà, il faut mettre un apport là-dessus. Après je prends un apport en protéines de qualité. Donc ça peut être par exemple, je vais prendre des petits cachets de spiruline que je vais prendre comme ça, parce que je sais que c'est très assimilable et que j'ai déjà testé avant aussi. Et puis sinon, c'est sur l'enchaînement de mes entraînements où là, on parlait des sels minéraux tout à l'heure, mais c'est vrai que l'apport en protéines est très important pour la reconstruction musculaire, etc., quand il y a de la casse de fibres. Mais vraiment de qualité. Enfin, tu vois, tu parlais de la whey, des trucs comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est une aberration de voir des choses comme ça. Et on a le temps de débattre sur tout ce qui est acides aminés, etc. Mais voilà, ce qu'il faut prendre, c'est vraiment des choses de savoir d'où ça vient, comment c'est fait. Parce qu'il y a tellement de marques différentes qui font plein de choses et il y a beaucoup de bullshit dans beaucoup de marques. Il faut vraiment regarder. C'est vrai que quand on parle d'alimentation végétale, comme on l'a dit, on pense à des gens qui sont végétariens, qui sont véganes. Et là, tu penses tout de suite à protéines. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de protéines, il va y avoir une carence.
Qu'en est-il, Lucille, sur la protéine, en fait? Quel est le rôle de la protéine pour un sportif? Ouais, oui, la protéine pour les sportifs, elle est très importante, hein. La consommation pour monsieur et madame tout le monde devrait être autour de 0,8-0,9 grammes par kilo. Donc, par exemple, si vous faites 60 kilos, donc 8 x 6, 64, donc ça te fait à peu près 64, 60, 70 grammes de protéines par jour. Et puis, pour un sportif comme par exemple Johan, donc c'est vraiment des sportifs très sportifs, hein. Moi, je ne me considère pas du tout sportif comme Johan, par exemple. Je consomme beaucoup moins de calories au quotidien. Ça serait autour de, donc pour quelqu'un comme Johan qui court très longtemps, 1,6 grammes de protéines par kilo par jour. Donc ça double en fait, si tu veux. Donc toi, tu dois être à peu près à 120-130 grammes de protéines par jour. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas énorme non plus en fait. Et finalement, on arrive assez vite quand même au résultat avec 2 bouts de fromage, peut-être 2 œufs, une bonne portion de quinoa, lentilles et des légumes qui vont avec, des oléagineux, quelques amandes, noix de macadamia ou des trucs comme ça. Donc on y arrive quand même assez vite. Ensuite, quand on court, c'est vraiment à partir de 3-4 heures d'effort, encore une fois. Donc, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Alors, pour vous, c'est normal. Moi, je ne fais pas du tout ce genre de course, hein, je le dis. Donc, pour moi, un effort sportif au-delà de 4 heures, c'est vraiment une infime minorité de la population. Et dans ces cas-là, c'est à ces moments-là, bien sûr, qu'il faut consommer surtout des glucides. Quand même, il faut le dire, hein, c'est majoritairement des glucides et un peu de protéines, idéalement de bonne qualité, mais forcément, on ne peut pas manger comme ça du quinoa, c'est compliqué, donc ça doit forcément venir sous forme de barres, soit faites maison, soit industrielles. Tout ce qui est protéines de riz, protéines de pois cassés sont facilement assimilables. Le pois cassé, ça a autant de protéines que le cabillaud, par exemple, donc 33 grammes de protéines pour 100 grammes de produit, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment pas pour... l'idée, c'est pas de surconsommer et c'est pas parce qu'on a couru même juste 2 heures qu'on a besoin de se suralimenter en protéines. Et toutes les études, là vraiment, depuis 2 ans, depuis 2018, 3 ans, il y a eu énormément d'études sur les athlètes d'endurance, donc sur les marathoniens et ultra-runners. Et des études quand même de large envergure sur plus de 1000-2000 athlètes et sur leur régime alimentaire. Donc déjà, les ultra-coureurs sont 2 fois plus enclins à être végétariens et véganes, surtout pour des raisons environnementales. Donc les gens qui courent moins sont moins autour de l'alimentation végétale. Et il n'y a eu aucune différence en termes de physiologie des athlètes, qu'ils soient véganes, végétariens ou omnivores. En fait, il n'y a aucune différence, il n'y a aucune carence. Voilà, ça allait être ma question en fait, sur les fameuses carences, parce que quand on pense à l'alimentation végétale, on se dit tu vas générer des carences si tu fais beaucoup d'heures d'effort. Et en fait, Non, il n'y a aucune carence. Et en fait, je pense aussi que ça vient du fait que l'alimentation végétarienne ou végane choisie par les athlètes est de bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est prouvé, hein, les athlètes végétariens ou véganes ont de meilleures qualités de régime alimentaire. Je pense que ça vient d'une recherche personnelle finalement, parce que du jour au lendemain où tu t'intéresses à moins manger de viande ou de poisson, tu te dis qu'est-ce que je vais remplacer par quoi ? Forcément, il y a un côté environnemental qui joue. Tu fais plus maison, tu consommes peut-être moins transformé aussi. Donc, mais de toute façon, les carences, nutritionnellement, c'est vraiment... il n'y en a pas, que ce soit pour les athlètes et pour monsieur, madame, tout le monde, pas forcément très sportif. Alors, il y a cette notion aussi autour du fer, cette fameuse carence de fer, parce qu'effectivement, quand tu bascules sur une alimentation totalement verte, tu peux avoir cette vitamine B12 que tu ne retrouves pas dans une alimentation classique. Est-ce que, notamment, Johan, toi qui as enlevé la viande depuis un mois, est-ce que tu as substitué ? Non, en fait, moi j'ai l'habitude déjà de manger toujours des œufs le matin, tu vois, donc déjà j'ai une bonne base en protéines déjà le matin. On en parlait aussi, des œufs de qualité. Si c'est pas les œufs de mes poules, c'est des œufs, des œufs bio. À bien regarder, il y a bien un 0 sur la coquille d'œuf pour savoir que c'est un bon produit. Et sinon, non. Après, moi, je suis quelqu'un qui consomme très peu de glucides. Pour un sportif, c'est assez particulier, mais du coup... Et c'était quoi cette prise de décision, Johan, sur moins de glucides ?
Qu'est-ce qui a fait? C'est étonnant, ça peut étonner pour un sportif de longue distance d'enlever le... En fait, ouais, mon alimentation a changé en fait petit à petit. Je suis passé de quelque chose, voilà, on en parlait tout à l'heure, à manger des burgers, des pizzas tous les jours, à passer sur une transition avec des légumes, manger moins de viande. Et après, je me suis orienté en regardant un petit peu à droite à gauche ce qui se faisait, notamment dans le vélo, par exemple. Donc j'ai testé même un régime cétogène à un moment, donc là c'était très compliqué. Ça me fait penser à ça en fait, quand tu dis que tu enlevais tous les glucides, j'ai pensé... Là, bon, c'est très compliqué de faire du cétogène en même temps sans manger de viande. Enfin, parce que là c'était... Donc du coup là je mangeais de la viande et j'ai vu du coup l'intérêt, enfin les points positifs et négatifs là-dessus. Et en fait je me suis orienté plus derrière sur du low carb, utiliser en fait très peu de glucides, donc je vais en consommer que le soir. Et c'est vrai que là c'était compliqué de gérer en fait un apport en protéines sans manger trop de... Enfin un apport en protéines non animal, en gérant en fait un apport sans manger trop de glucides aussi à côté. Parce qu'à savoir que pour avoir un bon apport en protéines végétales, il faut généralement mixer en fait des céréales, donc des glucides avec. Donc j'essaye de gérer un petit peu tout. Ça a été compliqué et en fait je me suis rendu compte que ça l'était pas trop. Donc voilà, j'ai une sorte de protocole alimentaire, on va dire, mais qui est simple parce que du coup, tu vois, on parlait par exemple, tu disais quand tu vas dans un restaurant, c'est assez compliqué de trouver un plat ou un menu. Et au final, on pense qu'on se met des barrières, au final, c'est très simple. Et voilà, donc... Et c'est vrai, quand on parle d'alimentation verte, ça peut être facile ou plus difficile quand on vit en famille, quand on a des repas en famille. Est-ce que ça te sert aussi d'éducation pour tes enfants, de transmettre ces messages-là, de les éduquer au niveau de l'alimentation ? Je pense que depuis que j'ai changé pas mal de choses sur mon alimentation, au contraire, mon alimentation est beaucoup plus variée. Et... en mangeant aussi de saison, par exemple, j'ai une fille de 6 ans, elle mange des choses que moi je n'ai jamais mangées à son âge, quoi. Et je me rends compte que voilà, on n'a pas de plat préparé et au contraire, quand tu ouvres le frigo chez moi, on n'a pas un frigo plein, quoi. On a quelques yaourts de chèvre, tu vois, et par contre, il y a foison de légumes, on a une énorme corbeille de fruits et... Du coup, on va faire qu'avec des produits frais. Du coup, ça tourne. Le frigo tourne à l'intérieur. Et au contraire, la diversité des aliments, je trouve que c'est cool parce que j'ai appris à cuisiner, à mélanger plein de choses. J'ai découvert les graines germées. Ça, c'est un truc il y a 10 ans, mais j'aurais rigolé de ma propre personne, quoi. Et comme quoi, voilà, un changement comme ça, c'est très positif. Et... moi, je le conseille à tout le monde, et comme tu l'as dit, c'est vraiment d'y aller vraiment progressivement. Et en fait, on prend plaisir à ce qu'on fait. Et Mais au final, tu vois, c'est un peu comme le sport. Tu vas pas du jour au lendemain te lancer dans un 180 km. Tu vas d'abord courir 5, puis après 10, et après peut-être 20 km par semaine. Et sur plusieurs années, tu vas t'étoffer. Il faut habituer aussi l'organisme. Oui. À ce que tu lui, comment tu l'alimentes en fait, à ce que tu lui donnes. Ouais, parce que si tu pars qu'avec des fruits, des légumes d'un coup, c'est vrai que ça peut être assez critique au départ. Un peu traumatisant, ouais. Ouais. On va arriver sur la fin de cet échange. J'aimerais que vous puissiez passer un dernier message. Quel message, Romain, tu pourrais passer justement sur l'éco-trail, l'organisation, l'alimentation végétale ? Le message, c'est que en fait, c'est qu'il existe des alternatives et qu'il ne faut pas, moi ce que je retiens, c'est de ne pas se mettre des barrières et pas non plus aller stigmatiser toute la nouvelle stratégie alimentaire qui peut opérer autour du végétalisme ou du véganisme. Nous, on est là pour montrer d'autres chemins, sachant que la finalité d'un participant, parce qu'on se positionne en tant qu'organisateur d'événements, notre finalité, c'est que le consommateur, le participant, il aille jusqu'au bout et qu'il ait pris du plaisir. Après, nous, si les gens ils arrivent avec la banane, c'est le cas de le dire, mais plutôt au niveau du visage, en fait, pour nous, c'est pareil gagné. Et si on a réussi à passer des messages, rien que ça, passer des messages sur le fait qu'il existe autre chose, pour nous, on estime que notre mission en tant qu'organisateur, elle est passée. Ouais. Et pour toi, Lucille, quel message tu pourrais faire passer autour de ce thème-là ? Moi, vraiment, je voulais dire que c'était simple.
En fait, les gens souvent s'imaginent que oh là là, ça va être compliqué, ça va rajouter de la charge mentale d'un seul coup de passer du jambon coquillette à, je sais pas moi, lentilles, concombre. Et en fait, non, c'est vraiment très simple. On n'est pas obligé de passer 3 heures en cuisine tous les jours. Ça peut être juste de l'assemblage. On vide une boîte de lentilles, on la rince, on coupe des tomates dedans, on rajoute des petites graines de lin et hop, voilà, ça y est. Enfin, et ça prend 5 minutes à préparer et tout le monde aime bien, même les enfants, c'est salé, c'est agréable. Donc voilà, c'est vraiment la simplicité et c'est pas grave si de temps en temps on mange un bout de poulet ou un bout de viande. Enfin voilà, faut pas non plus devenir ayatollah. Enfin, peut-être qu'un jour on le deviendra, mais il faut respecter aussi les choix de chacun sans s'emmurer non plus dans des principes. Ouverture d'esprit, simplicité. Et pour toi, Johan, ça serait quoi le message à faire passer ? Bah, je pars sur le même discours. C'est vrai que les extrêmes sont jamais, enfin, c'est jamais bon. Et il faut surtout se dire, voilà, il est jamais trop tard. Et voilà, faut y aller progressivement, découvrir. Et c'est toujours sympa de voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà. Après, derrière, voilà, il faut se faire plaisir, quoi. C'est le truc. Et c'est pas impossible. Enfin, si j'y suis arrivé, je pense que tout le monde peut le faire, quoi. C'est vrai que le mot plaisir est souvent revenu dans la discussion autour de l'alimentation, c'est important. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu présent pour cette invitation. Un grand merci également aux partenaires qui sont Iron et On Running d'avoir organisé cet événement. Un grand merci à vous et puis à très bientôt sur l'asphalte ou dans les chemins. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci.